Simplement, un premier élément ici qui me paraît important dans cette discussion, c'est aujourd'hui de voir qu'il y a dans ces courants-là, et il y a dans cette diversité-là, une reconnaissance de l'état de droit, une reconnaissance possible de la démocratie, une reconnaissance de l'état civil, et qu'il faut pousser en posant des questions. Alors vous avez posé un certain nombre de questions sur le statut des minorités. Est-ce que maintenant on parle de citoyenneté égalitaire, oui ou non? Et aujourd'hui, ils vous entendent. Alors après, on fait confiance ou on ne fait pas confiance, ou on joue tout le temps sur la méfiance, dans cette polarisation, tout le temps sur la méfiance. On dit citoyenneté égalitaire. Mouantenoun, ce qu'on avait d'ailleurs en Égypte, Mouantenoun, l'un des millions, ce qu'avait dit le journaliste et qui a repris un certain nombre de savants. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de cesser d'avoir une position monolithique et de voir avec qui ces questions sont ouvertes et qu'il est possible d'évoluer. Et de la même façon, ce que j'entends, c'est dans les traditions laïques aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule façon d'être laïque en Tunisie. Il y a des gens, j'ai l'impression, quand je leur parle, ils ont un corps tunisien, une peau tunisienne, un esprit de salon parisien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là. J'entends par là quoi? C'est-à-dire que toute leur réflexion, elle vient d'un schéma qui est complètement biaisé. C'est-à-dire qu'ils ne voient même pas leur société. Ils sont en train d'utiliser des concepts, d'utiliser une histoire qui n'est pas l'histoire des sociétés majoritairement musulmanes. Ça ne veut pas dire, écoutez-moi bien, ça ne veut pas dire que certaines des questions qu'ils posent ne sont pas légitimes. Il y a beaucoup de questions posées par des personnes qui se positionnent comme laïcs en disant d'abord une chose, ça n'est pas parce qu'on est laïque qu'on est anti-religieux. La laïcité, c'est un cadre institutionnalisé d'une séparation d'autorité, ça n'a rien à voir avec votre cœur. En d'autres termes, vous pouvez être musulman, pratiquant et défenseur d'un cadre laïque. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème. Quant à ceux qui veulent jouer avec la religion et pousser dans ce sens-là, il faut leur dire non, ça c'est pas une définition normative de la laïcité, c'est une définition idéologique. Vous utilisez un cadre pour imposer une philosophie. Et donc de ce point de vue-là, il y en a ici en Tunisie. Et il y en a qui sont prêts à faire le balbala, ils cherchent la controverse. Et en faisant ceci, ils empêchent le débat. Ils empêchent qu'on évolue dans un débat. Donc il faut entrer dans un rapport critique. Effectivement, ce que vous avez mis en évidence, c'est-à-dire quel va être l'état de droit, comment va-t-on avoir un rapport, comment va se constituer, se produire le cadre législatif. Qui va avoir, où est l'autorité au fond? Comment va se constituer l'autorité? Ça, ce sont des questions. Dans cette déclaration sur la laïcité, on dit qu'il faut bien voir les objectifs de la laïcité. Et les objectifs de la laïcité, c'est la non-discrimination pour raisons religieuses, c'est la liberté de conscience de tous, qui inclut la liberté de croire et de ne pas croire. Et d'ailleurs, je crois que ça rend service aux religions elles-mêmes, parce que, évidemment, que s'il y a une imposition du croire, qu'elle soit politique ou qu'elle soit par une grosse pression sociale, eh bien, la foi n'est pas authentique, la foi n'est pas personnelle, la foi n'est pas sincère. Et donc, cet objectif de liberté de conscience, il peut réunir croyants et incroyants. Et donc, effectivement, si on commence à opposer laïcité et croyants, on a tout faux dans la mesure où ce n'est pas dans la même dimension. Ce que demande la laïcité, ce n'est pas d'être un croyant ou d'être croyant. Ce que demande la laïcité, c'est une gymnastique intellectuelle. Une gymnastique intellectuelle qui va du croyant le plus pieux, le plus religieux, à l'athée le plus convaincu, et où chacun arrive à faire la distinction en lui-même entre ses propres convictions, ce à quoi il croit, ce à quoi il tient, et ce dont il va parler évidemment aux autres, bien sûr, dont il va essayer de partager avec d'autres. Il ne s'agit pas de dire que c'est quelque chose qui serait restreint au fort intérieur et dont on n'aurait pas le droit de parler, mais dont il va parler en respectant la liberté de l'autre, en respectant la dignité de l'autre, en respectant, puisque pour lui, il pense être dans la vérité, le droit à l'erreur de l'autre. Et finalement, être dans cette gymnastique intellectuelle, de dire le bien ne s'impose pas par en haut, la vérité religieuse ne s'impose pas par en haut, et
se propage par l'exemplarité, elle se propage par diverses manières, mais chacune de ces manières doit respecter la liberté de l'autre, chacune de ces manières doit respecter la dignité de la personne qu'on a en face de soi comme un être libre et capable d'examen. Donc, effectivement, je crois que cette conception-là de la laïcité n'a rien de spécifiquement français, même si le terme au départ a été inventé par des Français, mais nous utilisons tous plein de termes qui ont une origine dans une langue précise et qui ensuite se sont, je dirais, échappés du carcan linguistique dans lequel ils ont eu naissance pour prendre des formes diverses. Et là aussi, dans la Déclaration internationale sur la laïcité, nous conjuguons en dialectique laïcité au singulier et laïcité au pluriel. Laïcité au singulier parce qu'il y a toujours ces principes, ces objectifs de non-discrimination et de liberté de conscience, cette nécessité pour parvenir à ces objectifs d'impartialité de l'État, et c'est ça le sens de la neutralité. La neutralité, c'est pas l'aseptisation de l'espace public de toute dimension religieuse, ça c'est quelque chose qui ne peut être obtenu que par des régimes autoritaires, voire totalitaires, mais c'est le fait que l'État est un arbitre. Et que les gens, la société civile et ses différentes composantes sont comme les acteurs d'un match de football, et que l'État, lui, il est comme l'arbitre, qui ne marque pas le but, qui n'empêche pas que les buts soient marqués, mais qui fait respecter les règles du jeu pour que le jeu soit loyal, pour qu'il puisse se dérouler en toute loyauté. Et chaque équipe a le droit d'avoir ses supporters, mais ces supporters n'ont pas à exercer des violences sur les supporters du camp opposé, afin que tout ça reste convivial. Je pense que ce qui peut unir largement, disons, les gens des deux rives de la Méditerranée aujourd'hui, c'est finalement de lutter contre une société qui détruit le sens par la marchandise, si vous voulez. Par deux choses. D'abord, c'est le règne du quantitatif. Des choses n'ont de valeur que si un livre, que si c'est la meilleure vente, un vêtement, que si on le vend à des millions de gens, etc. Ce qui crée un conformisme social, un mimétisme social, et ce qui évacue les convictions, quelles qu'elles soient. Et donc, il devrait y avoir une alliance des gens qui sont pour le droit aux convictions et contre cette société qui évacue le sens. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense que c'est très important que dans un pays laïque, il y ait un dialogue entre ce qu'on pourrait appeler les libres penseurs et les libres croyants. Et ce dialogue, au niveau intellectuel, nourrit une culture laïque et laisse ouverte, justement, la question du sens et donne à chacun des éléments de liberté de choix pour choisir en conscience ce qu'il veut croire. Je vous remercie. Moi, je suis depuis la révolution en Tunisie, sur cette question très précise qui fait partie de ma spécialité, extrêmement gêné dans mes encourures. Parce que les islamistes ne m'aiment pas du tout, parce que de temps en temps je prends une bière, et les gens de gauche, mes amis, mon terreau de pensée, commencent à douter profondément de moi. Il y en a même qui ont écrit que je suis devenu islamiste. Donc ma position est extrêmement difficile sur ce plateau-là et devant ces gens-là. Mais il faut bien que je continue à me défendre, et je me défends. Aujourd'hui, pas du tout en sortant du sujet, au contraire, je suis là-dedans, en vous racontant comment j'ai connu Tariq Ramadan. Deux petites anecdotes, peut-être s'il me reste 30 secondes, je dirais une idée sur la feuille qu'a présentée Cheikh Hamad Iradissi, mon ami. La première anecdote, c'est comment j'ai rencontré pour la première fois Tariq Ramadan. C'était des amis qui allaient faire une confrontation avec lui, une munadara, pour reprendre le mot très beau utilisé par Hamad, sous la houlette, ou sous la modération, ou sous la présentation de Régis Debray. Et mes deux amis, je peux les dire parce qu'ils sont très connus, Mahmoud Hussein, de leur pseudonyme commun, comptaient vraiment que je sois de leur galerie. C'est-à-dire que si je lève le doigt pour intervenir, c'est pour les défendre.
Et j'ai levé le doigt, et c'était pour les attaquer, pour dire que Tariq Ramadan avait raison. Parce que c'est sur un point très précis, ils ont fait l'éloge de Kant, de Descartes, et moi, je ne suis pas cartésien. Je peux être kantien, hegelien, mais pas du tout cartésien. Et je l'ai dit, ils étaient absolument abasourdis. Parce qu'il y avait à l'époque toute la fine fleur des intellectuels français, la Couture, les Jean Daniel, et j'en passe. Ils comptaient sur moi, et je les ai, parce que j'étais dans le domaine de la pensée, je les ai un peu trahis. Et il faut trahir quand on pense, de temps en temps. Même trahir ses amis, trahir ses affections, trahir ses passions. Et je n'hésite pas à le faire. La deuxième est beaucoup plus importante. J'étais chez moi, Leïla Shahid de Bruxelles m'interpelle au téléphone et elle me dit il y a une catastrophe à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, qui fait grève parce que on n'a pas cessé d'appeler les adversaires de Tariq Ramadan qui l'insultent sans qu'il soit présent. Il était interdit de séjour ou de communication dans cette université très prestigieuse. Et elle me disait, est-ce que tu peux être au milieu d'un Malek Chebel et d'un Tariq Ramadan? J'ai accepté. Et au cours de la discussion, qui réunissait quelques 1500 présents, c'était un immense amphithéâtre, j'ai compris pourquoi je me trouve sur cette question de la laïcité et de l'islamisme extrêmement à l'étroit. Parce que j'ai constaté que d'aucuns intellectuels arabes, tunisiens, ou algériens, du moins musulmans, vous allez certainement faire le rapprochement avec d'autres, veulent survoler la question de l'islam. La survoler sans la traverser. Nous avons, je vais vous dire comment on a essayé de la traverser, ça n'a pas marché ou ça s'est arrêté. On a failli la traverser comme penseur, du temps de Ali Abdelrazak, du temps de Taha Hussein, et à un certain moment, de Taha Haddad, bien sûr, même de Tha'albi, que les Français ont emprisonné en 1904 parce qu'il a fait une lecture du Coran, dont on a perdu le texte arabe, pour menace de l'ordre public, tellement elle était progressiste et une lecture absolument moderne. 1904, février-vous 1900. Donc, cette traversée de la question islamique, la gauche, qui est Montero, je le répète, Montero de formation depuis les années 60, j'ai commencé à étudier à Paris, ne l'a pas fait et ne voulait pas le faire. Elle n'a jamais cessé, quand elle est de Tunisie ou d'Algérie, même quand elle est de confession non musulmane. Je pense à Sophie Bessis, je pense à Camus aussi, sans que ce soit... C'est des gens qui n'ont pas traversé la pensée dont ils sont les autochtones, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, en volume, je connais beaucoup mieux Montesquieu que Tawhid, que Rousseau, que, disons, Jarf, Platon, que je lis dans le texte, et que j'explique, et que j'ai traduit du grec, beaucoup mieux que Farabi. منذ البداية أريد أن أعبر للسادة الحضور والزملاء الأعزاء أني سأتكلم بلغة الجاهلي ولا أتكلم بلغة روسو أو مونتسكيو. عندما أتتني الدعوة وفتحت الورقة لأقرأ الموضوع توقفت. الموضوع كما ترون cohabitation islamiste et laïque. وإذا ما ترجمتها تكون التعايش بين الإسلاميين واللايكيين. أنا هنا يجب أن أتفق مع زملائي حول هذه المفاهيم. ما المقصود بالتعايش؟ ما المقصود بالإسلاميين؟ وما المقصود باللايكيين؟
عندما أطرح هذه الإشكاليات سيدي الرئيس سأجيب عن أسئلتك ضمن طرحي لهذه الإشكاليات. منذ البداية أعبر لكم أني أرفض مصطلح اللايكية من اليوم. اللايكية لم أعد أطيقها أستسيغ هذه اللفظة، وذلك لما تلبس بهذا المصطلح في بلادنا من معاني وأحكام صارت كلما نطق بهذا المصطلح إلا وسبقته مفهوم الكفر والإلحاد والخروج عن الصراط المستقيم. إذا أستبدله بمصطلح آخر نتفق فيما بيننا بالحداثة. قلت هذا موقفي أنا، أستبدله بالحداثة. الإسلامي مفهوم عام بالنسبة إلي، وإذا ما رجعت إلى مفهوم الإسلامية أو الإسلاموية أجد أن هناك مصطلح آخر ألصق به ويهمنا هو الإخوان المسلمون. إذا لنسمي الأمور بأسمائها. التعايش، ماذا نقصد بالتعايش؟ هل نقصد به المشاركة أم المغالبة؟ وهذه هي نقطة الاستفهام، وهنا بيت الداء بيننا. هل إن العلاقة بين الحداثة والإخوان في بلادنا أنطلق من نموذجي أنا، لأنه يهمني نموذجي أنا ولا يهمني نموذج الغير، فأنا أتخبط في مشكلتي. كيف ستكون علاقتي بالإخوان التونسي؟ هل هي علاقة مشاركة أم مغالبة؟ أريد أن أبين نقطة وأتجاوزها لأنها جديرة بالتحديد، هي أن الإخوان ينتمي إلى نظام، وهذا النظام يستمد تاريخه منذ العشرينات. معناه نظام قرابة قرن الحداثي، وهو نظام ملتزم بقيود هذه الفرقة. لعل أهم ما في هذه الفرقة هي أنها تنطلق من مسلمة إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع. Pour ne pas rajouter à la division dans cette réunion, je vais utiliser comme véhicule la langue française. Si le problème de la cohabitation impossible entre laïcs et islamistes en Tunisie, jusqu'ici paraît impossible, n'était que politique, le compromis serait possible. Car les politiciens sont toujours capables de trouver des compromis. Il me semble que le problème de la division qui déchire le tissu tunisien est de loin plus profond que l'aspect politique de cette question. Aussi vais-je essayer de voir les raisons qui rendent le dialogue entre ces deux cultures. Il vaut mieux dire qu'il y a deux cultures en Tunisie. Le dialogue entre ces deux cultures me paraît très trébuchant, très difficile à fonder en raison et même éthiquement. Quelle est la nature de la cohabitation que nous cherchons et qui semble difficile? S'il ne s'agit que de cohabiter politiquement, je viens de le dire, cela est facile. Mais il s'agit de cohabiter réellement dans la définition de l'exister en commun, du vivre en commun, dans une société où les gens ne se sentent pas ennemis, même si polarisation il y a, car la polarisation parfois est dynamique et nécessaire pour une vie sociale créatrice et capable d'inventer des solutions aux problèmes jusqu'ici non résolus. Il me semble que la division qui se trouve en Tunisie a deux raisons d'être qu'il faut analyser pour la dépasser. Le premier est historique, la première raison est historique, la seconde est épistémologique. Et je vais commencer par la seconde. Il me semble que si ceux qui prétendent être modernes, comme affirme Madame Céline,
ou laïque, dans les termes classiques de la définition de cette tranche de notre société, continue à penser que la raison est capable d'un savoir absolu de la vérité, ils ne peuvent être que dogmatiques. Et donc, c'est un obstacle épistémologique qui rend impossible tout dialogue dans la société tunisienne. Tout laïc tunisien qui croit que la raison est capable de se substituer à une possible autre source de voir le sens de la vie et du monde ne peut être que dogmatique, il ne peut s'allier qu'avec une dictature corrompue à la manière de Ben Ali. Je n'ai pas dit que les laïcs tunisiens sont tous de ce genre. J'ai dit tous ceux qui le sont ne peuvent être comme ça. Je n'ai pas dit que les laïcs tunisiens... C'est pas... C'est que vous ne comprenez pas le français. Votre problème... ما عندك حق باش تتكلم يا يا سيدي Non. Pardon, si vous compreniez le français, vous n'aurez jamais dit ce que vous voulez dire. Jamais dit. Je continue ma pensée. Et tout musulman ou islamiste qui croit que un savant religieux, un ulama, peut prétendre se substituer à la conscience individuelle d'intelliger les vérités religieuses, lui aussi ne peut s'allier qu'avec Ben Ali.